Un homme fortuné s'est retrouvé à épouser la sœur moins attirante de son meilleur ami, juste pour plaisanter, mais très vite, tout a changé. Dans un bar branché de Paris, où l'élite se retrouvait autour de cigares importés et de verres, en cristal qui tintinabule, Alexandre Martin était au cœur de la fête. Entouré d'hommes d'affaires influents et de femmes magnifiques, il célébrait une nouvelle acquisition immobilière multimillionnaire qui venait renforcer son empire. Son visage paraissait sur les couvertures de magazines, sa fortune ne cessait de croître avec chaque affaire conclue, et l'admiration qu'il recevait se faisait presque tangible. Pourtant, au fond de lui, il se sentait vide. La passion qui l'avait autrefois animé lui semblait désormais banale et prévisible, alors qu'il se regardait dans les grandes baies vitrées sombres pendant que les toasts résonnaient autour de lui. À ses côtés, Pierre Lefebvre remarqua la fatigue discrète derrière l'allure sereine d'Alexandre. Issu d'une des familles les plus traditionnelles du pays, Pierre avait toujours su déceler les failles chez les autres pour en tirer avantage. Il observait Alexandre depuis de nombreuses années et avait compris que, malgré sa richesse et sa renommée, sa vie suivait un scénario bien trop prévisible. Affaires audacieuses, femme parfaite et un agenda social planifié jusque dans les moindres détails. C'est alors que Pierre eut une idée pour le moins inattendue. Entre deux gorgées d'un bon whisky vieux, il lança à Alexandre un défi différent de tous les autres, un mariage, mais pas avec n'importe qui. Alexandre devait épouser une femme totalement en dehors de ses critères habituels pendant 6 mois, sans contrat prénuptial, ni aucun avantage financier. Un vrai mariage, sans garantie ni privilège supplémentaire. La proposition semblait absurde, et Alexandre éclata de rire en secouant la tête, mais Pierre ne se laissa pas démonter et, avec un sourire malicieux, lui fit remarquer qu'il devenait trop prévisible. Un homme habitué à tout conquérir avec son argent et son charme, mais incapable de relever un vrai défi. La provocation fit mouche, et c'est alors que Pierre annonça le nom de la candidate, Sophie Durand. Dès que ce nom fut prononcé, Alexandre haussa un sourcil. Il avait entendu parler d'elle. Sophie ne ressemblait en rien aux femmes glamour qu'il fréquentait habituellement. Au contraire, elle était tout le contraire. Une universitaire, engagée, et une militante sociale qui évitait les soirées luxueuses et les cercles superficiels dans lesquels Alexandre excellait. Ce qui le stupéfiait vraiment, c'était que Sophie était considérée comme peu attirante. Son visage affichait des traits sévères, manquait de délicatesse, et sa silhouette ne correspondait pas aux standards idéalisés de son monde. Elle s'habillait simplement, sans chercher à attirer les regards. Et on disait d'elle qu'elle était aussi inflexible dans ses convictions que dans son tempérament. Alexandre comprit alors que Sophie méprisait tout ce qu'il représentait. L'opulence, le pouvoir des entreprises et la quête incessante de statut. Se marier avec elle semblait impensable, mais refuser signifiait admettre qu'il n'était pas capable de conquérir une femme. Sous l'effet de l'alcool et d'un défi qui titillait son orgueil, il accepta le pari. 6 mois avec une femme qui ne le choisirait jamais de son plein gré. C'était sa chance de prouver qu'il pouvait conquérir même la personne la plus difficile. Le lendemain matin, Alexandre arriva de bonne heure à son bureau moderne sur les Champs-Élysées. Sans donner plus de détails, il fit venir Sophie, sûr que sa convocation susciterait à la fois malaise et curiosité. Il s'imaginait déjà qu'elle arriverait d'un air renfrogné, se demandant ce qu'un homme comme lui pouvait bien vouloir avec quelqu'un comme elle. Mais cela ne l'intéressait guère. Rapidement, les caméras de sécurité enregistrèrent son entrée. Sophie franchit le hall avec assurance, portant un sac en cuir usé et vêtue simplement, sans aucune ostentation. Ses cheveux étaient attachés en un chignon décontracté et elle ne portait pas de maquillage. Elle parcourut du regard le hall sans prêter attention au décor luxueux qui l'entourait. Assis dans son bureau, Alexandre décida de tester sa détermination. Il la fit attendre exprès, observant sa réaction via les caméras. Habituée à voir les femmes devenir anxieuses dès qu'il y avait un léger retard, elle vérifiait frénétiquement leur téléphone, se tournait nerveusement ou tentait de flirter avec ses assistantes. Il fut surpris de constater que Sophie, au lieu de s'impatienter, sortit un livre de son sac
et se mit à lire. Cette attitude calme l'intrigua profondément. La femme qu'il s'attendait à voir stressée restait imperturbable, totalement indifférente au jeu de pouvoir qu'il essayait d'instaurer. Après 40 minutes d'attente, il la fit finalement entrer dans son bureau. Elle arriva avec assurance et s'arrêta juste devant son bureau, sans montrer le moindre signe de nervosité. Ses yeux l'observaient avec un mélange de méfiance et d'ennui, comme si elle évaluait un homme dont le comportement était déjà prévisible. Alexandre croisa les doigts sur la table et alla droit au but. Il lui exposa le défi sans détour, s'attendant à ce que Sophie réagisse avec stupéfaction ou indignation. Il lui expliqua qu'il devait l'épouser pendant 6 mois, en insistant sur le fait qu'aucun avantage financier ne serait accordé. Pour la plupart, une telle proposition aurait semblé absurde, voire insultante. Mais Sophie resta silencieuse quelques instants, se contentant de l'observer. À la grande surprise d'Alexandre, elle accepta. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Sophie ne posa aucune question, ne se montra ni indignée ni amusée. Au contraire, elle posa ses propres conditions. Elle ne quitterait pas son poste à l'université, ne changerait pas sa routine et ne se transformerait pas en épouse décorative destinée à être exhibée lors d'événements. Pour elle, le mariage ne serait qu'une formalité, rien de plus. Le ton froid et déterminé qu'elle employa déstabilisa Alexandre. Il s'attendait à une certaine résistance, peut-être à des négociations ou même à des insultes. Mais Sophie traita la situation comme si elle n'avait aucune importance, comme si sa présence ne comptait pas du tout. Quand il tenta de la provoquer en insinuant que son univers était plus complexe qu'elle ne le pensait, Sophie le répliqua d'une voix tranchante, lui disant qu'il vivait dans une bulle d'ego, dans un monde superficiel, où seul comptait l'argent et le pouvoir. Et elle lui demanda s'il avait déjà apporté une contribution significative au-delà d'accumuler des fortunes et de conclure des affaires. Sa voix restait ferme et son regard imperturbable. Accoutumé aux éloges, Alexandre ressentit une irritation inédite, non pas parce qu'il était insulté, mais parce que les paroles de Sophie portaient une vérité qu'il ne pouvait réfuter. Lorsque la conversation prit fin et que Sophie se leva pour partir, Alexandre l'observa d'un nouvel œil. Elle n'était pas seulement différente par son apparence, mais aussi par la force, l'intelligence et la détermination qu'elle manifestait, face au pouvoir qu'il exerçait si facilement. Plus tard, au milieu d'une après-midi chaotique, entre réunions stratégiques et appels concernant des affaires multimillionnaires, Alexandre reçut un email direct de Sophie avec pour objet « Date du mariage ». S'attendant peut-être à ce qu'elle propose un ajustement de la date en fonction de son emploi du temps chargé, il fut surpris de voir qu'elle avait déjà tout organisé. La date était fixée pour un mercredi matin au bureau de l'état civil, central de Paris, sans aucune consultation, sans tenir compte de son agenda et sans aucune possibilité de négociation. Un instant, Alexandre envisagea d'ignorer le message. Après tout, il avait toujours le contrôle, pas Sophie. Qui se croyait-elle? Pour choisir la date sans le consulter, son premier réflexe fut de demander à son assistant de tout reprogrammer, mais avant d'agir, il décida de l'appeler. Sophie répondit dès le 2e appel, comme si elle avait anticipé sa démarche. « J'espère que tu as vu mon message », dit-elle d'un ton direct. Installé dans son fauteuil en cuir, Alexandre s'efforça de garder son calme. « Je l'ai vu, mais ce mercredi ne me convient pas », répondit-il. « Pour moi, ça me va », répliqua-t-elle sans hésiter. Un bref silence s'ensuivit. Alexandre n'était pas habitué à être contredit de façon si directe. « J'ai des réunions importantes ce jour-là. Si tu ne peux pas t'adapter, il n'y aura pas de mariage, » dit-elle sans attendre de réponse, puis raccrocha. Alexandre resta là, regardant le téléphone, stupéfait. Il ne se rappelait plus la dernière fois que quelqu'un l'avait interrompu de la sorte. Un homme qui fixait des délais, menait des négociations et dirigeait de grandes entreprises, se voyait maintenant contraint de modifier son emploi du temps pour se marier un jour qu'il n'avait pas choisi. Le jour du mariage, Alexandre arriva au bureau de l'état civil impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, portant une montre suisse haut de gamme et des boutons de manchette en or. Son allure démontrait qu'il était conscient de l'impact de sa présence.
il attirait toujours l'attention. Mais lorsqu'il vit Sophie, il remarqua qu'elle n'avait fait aucun effort pour se mettre en valeur. Au lieu d'une robe élégante ou de signes de préparation, elle portait un tailleur modeste avec des chaussures plates. Ses cheveux étaient simplement attachés et son visage était naturel, sans maquillage. Elle ne tenait dans ses mains qu'un dossier contenant des documents et rien ne laissait présager que ce jour était spécial. Le juge procéda à la cérémonie de manière austère, vérifiant les signatures et lisant les termes du mariage avec la routine d'une personne habituée à célébrer des dizaines de mariages par jour. Il n'y eut ni fleurs, ni musique, ni invités, ni aucune trace de célébration, juste un contrat épuré. Lorsqu'il fut temps de clore la cérémonie, et par pure formalité, Alexandre se pencha légèrement pour un baiser symbolique, décidé à maintenir les apparences malgré le caractère de convenance du mariage. Mais avant qu'il ne puisse accomplir ce geste, Sophie leva la main et lui prit fermement la main. « Ça suffit », dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Ce geste, soigneusement calculé, constituait une limite claire, sans possibilité d'interprétation. C'était simplement un accord, rien de plus. Alexandre ne savait plus s'il était plus blessé d'avoir été publiquement rejeté ou de voir à quel point Sophie l'avait écarté comme s'il était insignifiant. En quittant le bureau de l'état civil, Alexandre tenta de reprendre le contrôle de la situation. Même si ce mariage n'était qu'un contrat, il restait un homme influent et ne pouvait se permettre que sa femme disparaisse après la cérémonie. « Allons déjeuner », proposa-t-il en désignant un parking de luxe à proximité. « Je connais un restaurant fantastique à Saint-Fay. » Sophie le regarda sans exprimer le moindre intérêt. « J'ai une réunion avec mes étudiants à l'université. Tu peux reprogrammer, » répondit-elle fermement. Le refus fut immédiat, sans discussion possible. Alexandre fut surpris. Jamais personne n'avait décliné une invitation de sa part, surtout pas pour un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Il s'attendait à une certaine résistance, voire à une provocation, mais être complètement ignoré était nouveau pour lui. « Ce n'est qu'un déjeuner, Sophie. On pourra discuter de quelques détails du mariage. Tout est réglé, » insista-t-il. Mais elle se contenta de lever la main pour appeler un taxi. Alexandre la regarda, perplexe, alors qu'elle montait. Dans le véhicule sans se retourner, sans attendre qu'il ouvre la porte ou s'inquiète de la manière dont elle rentrerait chez elle, elle partit simplement. De retour dans sa voiture, Alexandre resta silencieux pendant plusieurs minutes. Pris d'un élan, il demanda à son assistant de rassembler toutes les informations sur les projets sociaux de Sophie. Il avait besoin de mieux comprendre la femme qui venait de devenir sa femme. Il avait toujours cru que l'argent et le pouvoir étaient irrésistibles, que chacun avait un prix, mais Sophie ne se laissait clairement pas séduire par tout cela. Pour la première fois, Alexandre sentit qu'il ne contrôlait plus le jeu. Plus tard, un élégant pli arriva, avec des lettres dorées annonçant l'événement caritatif le plus exclusif de l'année. C'était l'un de ces rassemblements qui réunit les figures les plus influentes, des chefs d'entreprise de premier plan, des politiciens, des membres de la royauté internationale et des célébrités qui imposaient leur style d'un simple geste. Alexandre ne manquait jamais ces événements. Ils n'étaient pas seulement des fêtes luxueuses, mais des arènes où les relations comptaient bien plus que n'importe quel compte en banque. Il décida d'y emmener Sophie, non pas parce qu'il désirait sa compagnie, mais parce qu'il savait que ce milieu était totalement étranger pour elle. Il s'imaginait qu'au milieu de personnes habillées de façon impeccable, dans des cercles si fermés, Sophie finirait par ressentir le malaise de ne pas appartenir à ce monde. Même si elle ne se laissait pas impressionner par sa fortune dans ce contexte, elle réaliserait que faire partie de ce monde exigeait bien plus qu'un simple nom prestigieux. Ce soir-là, Alexandre attendait Sophie à l'entrée de l'hôtel, prêt à affronter les regards curieux et les commentaires discrets. Vêtu d'un smoking sur mesure, de souliers italiens et affichant l'assurance habituelle qui l'accompagnait à chaque événement, il se tenait droit. Quand Sophie apparut enfin, elle n'était pas vêtue d'une robe tape à l'œil, ni parée de bijoux scintillants. Elle portait plutôt un tailleur élégant et sobre qui dégageait de l'autorité sans artifice. Ses cheveux, d'ordinaire attachés simplement, tombaient maintenant en vagues naturelles autour de son visage.
Ce qui impressionna le plus Alexandre, c'était sa démarche. Elle marchait avec une assurance inébranlable, comme si le luxe qui l'entourait n'avait aucun effet sur elle. En entrant dans le grand hall, tous les regards se tournèrent vers Beth. Certains observaient discrètement, d'autres avec une curiosité évidente. Tout le monde voulait voir comment cette femme, connue pour ses critiques virulentes des pratiques d'affaires prédatrices, réagirait dans un environnement aussi fastueux. Mais Sophie ne montra aucune hésitation, tandis qu'Alexandre saluait les invités, elle s'éloigna pour entamer ses propres conversations. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transforma rapidement en une admiration sincère. Des hommes d'affaires, habituellement absorbés par des discussions superficielles sur les investissements, se retrouvèrent plongés dans des débats passionnés sur l'impact social, la durabilité et l'éducation grâce à Sophie. Elle ne se contentait pas de diriger la conversation. Elle remettait en question des idées, présentait des données et formulait des observations qui captèrent l'attention de tous. En l'observant de loin, Alexandre se rendit compte qu'il était lui-même en train de se sentir déplacé. Pierre, tenant un verre de whisky et arborant un sourire en coin, commenta « Je pensais qu'elle serait perdue ici, mais regarde, ta femme vole la vedette sans avoir besoin de strass ni d'un grand... » Non. Alexandre ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose dans la scène le dérangeait profondément. Ce n'était ni de la colère ni de l'orgueil, c'était un pur sentiment de malaise. Peu de temps après, des murmures et des commentaires commencèrent à circuler parmi les invités. Certains parlaient à voix basse, tandis que d'autres riaient ouvertement et jetaient des regards de mépris. Des femmes issues de cercles sociaux similaires à ceux d'Alexandre faisaient des remarques acerbes sur l'apparence de Sophie, insinuant qu'elle ne pourrait jamais être une épouse convenable pour un homme de sa stature. Des hommes, déguisant leur sarcasme sous couvert d'une plaisanterie, se demandaient comment il avait pu échanger ses anciennes compagnes, toujours des mannequins ou des célébrités, contre une femme si simple. Alexandre n'avait jamais prêté attention à de tels commentaires, car il avait toujours été celui qui imposait les règles. Mais pour la première fois, il ressentit un véritable malaise en entendant quelqu'un dire, avec un sourire en coin, que Sophie ne lui convenait clairement pas. Sentant quelque chose se lever en lui, il répondit froidement. C'est curieux, parce qu'ici, personne ne parle avec la moitié de l'intelligence qu'elle possède. Le hall se tut alors. Pour la première fois, Alexandre comprit qu'il était affecté par ces critiques bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Regardant à nouveau Sophie, il se rendit compte de quelque chose d'encore plus surprenant. Pendant qu'elle exprimait ses idées sur la responsabilité sociale, il commençait à capter des détails et à s'intéresser à des sujets auxquels il ne s'était jamais réellement intéressé. Chaque argument qu'elle avançait éveillait en lui un nouvel intérêt. Un domaine qui lui semblait auparavant lointain, mais qui prenait désormais tout son sens. À mesure que l'événement touchait à sa fin, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Au lieu d'être remarqué pour sa fortune ou son pouvoir, il était désormais reconnu pour parler de choses vraiment significatives, ce qui lui procurait une satisfaction bien différente. Pendant ce temps, Pierre observait la scène avec un sourire discret. Le jeu avait complètement changé, et peut-être qu'Alexandre ne se rendait pas encore compte de l'ampleur de la situation. Pendant des années, il avait bâti son entreprise grâce à des acquisitions stratégiques, des fusions agressives et des décisions calculées qui avaient transformé son empire immobilier en une véritable puissance. Chaque mouvement était orchestré pour maximiser les profits, éliminer la concurrence et consolider sa place parmi les plus grands hommes d'affaires du pays. Rien n'était laissé au hasard, jusqu'à ce que, soudainement, le destin intervienne de manière inattendue. Des rapports commencèrent à afficher des chiffres inquiétants. Des contrats multimillionnaires avec des réseaux éducatifs furent brusquement annulés, des investisseurs retirèrent leurs fonds et des partenaires stratégiques hésitèrent à renouveler les accords. Au début, Alexandre pensa qu'il s'agissait simplement d'une fluctuation naturelle du marché. Mais au fil des jours, à mesure que les pertes augmentaient, il devint évident que quelque chose de bien plus grand se passait.
Le conseil d'administration commença à le mettre sous pression. Les cadres exigeaient des explications et les actionnaires réclamaient des garanties. Moreira & Associés n'avait jamais connu un tel coup dur, et Alexandre se vit contraint de chercher des réponses. C'est alors qu'un rapport attira particulièrement son attention. Un grand projet social lié à l'éducation publique était devenu l'un des opposants les plus farouches de son entreprise. Inconsciemment, Moreira & Associés avait pris des décisions qui avaient nui aux programmes éducatifs soutenus par des fondations indépendantes. En examinant les données, un nom familier apparut parmi les responsables, Sophie Durand. La connexion était impossible à ignorer. Pour la première fois depuis qu'il avait accepté ce mariage absurde, Alexandre se rendit compte que Sophie était beaucoup plus impliquée dans son univers qu'il ne l'avait imaginé. Pire encore, elle pourrait être en partie responsable des difficultés que traversait son entreprise. Sans l'avertir, il décida de lui rendre visite cet après-midi-là. Sa voiture glissa dans les rues animées de Paris, en direction d'un quartier éloigné des gratte-ciel auxquels il était habitué. L'adresse le mena à un centre communautaire, un bâtiment modeste, sans enseigne tape à l'œil ni grand sponsor corporatif. En sortant de la voiture, il se sentit aussitôt déplacé. Tout ici contrastait radicalement avec son propre univers. Couloirs usés, sales, de classes simples, enfants pieds nus et professeurs engagés dans des discussions animées avec de petits groupes d'élèves. Mais ce qui attira le plus son attention fut Sophie, assise dans la cour, entourée d'un groupe d'adolescents qui l'écoutaient attentivement. Elle parlait avec passion. Ses yeux brillaient, en expliquant les opportunités éducatives et comment le savoir pouvait transformer des vies. À cet instant, elle n'était pas la femme froide et distante qu'il connaissait. Elle était entièrement différente. Alexandre resta là à l'observer pendant un moment. Puis, se forçant, il s'approcha. Lorsqu'elle le vit, le regard de Sophie se durcit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Il faut qu'on parle », répondit-il en ignorant la présence des élèves. Sophie se leva, murmura quelques mots au jeune, puis se dirigea vers lui, les bras croisés. « Si tu es venu pour me convaincre d'abandonner mes projets, tu perds ton temps. Je ne te demande rien. Je veux juste comprendre ce que tu comptes. Faire contre mon organisation. » Elle laissa échapper un rire court, dénué d'humour. « Tu crois vraiment que tout tourne autour de ta boîte, n'est-ce pas ?» dit-elle en faisant un geste large en direction de l'endroit. « Regarde autour de toi, Alexandre. Je ne me bats pas contre toi. Je me bats pour eux. » Alexandre plissa les yeux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Pierre intervint en disant « C'est curieux comme le destin fait en sorte que les pièces s'emboîtent. » S'approchant avec une assurance énigmatique qui contrastait avec la tension d'Alexandre, Pierre demanda « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» d'un ton légèrement irrité. Puis, il soupira, croisa les bras et poursuivit. « Peut-être est-il temps que tu connaisses toute l'histoire. » Les trois se retirèrent dans une salle vide du centre communautaire. Sophie resta silencieuse, fixant son frère avec un regard plein de ressentiment. Pierre s'appuya sur une table et commença. « Savais-tu qu'il y a de nombreuses années, existait une maison d'édition appelée Édition Durand ?» Alexandre resta muet un moment, car ce nom lui semblait vaguement familier, bien qu'il ne se rappelât pas des détails. « Cela appartenait à notre père, » continua lentement Pierre. « C'était une maison d'édition indépendante qui publiait des manuels scolaires accessibles aux lycées et aux collèges publics. Mon père croyait fermement que l'éducation pouvait changer des vies. Il était un idéaliste, bien que les idéalistes ne survivent pas toujours dans le monde des affaires. » Alexandre déglutit, ressentant un nœud au ventre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Moreira, un associé, en est responsable, » répondit enfin Sophie d'une voix glaciale. « Ton empire immobilier a forcé notre maison d'édition à quitter le bâtiment où elle opérait. Ce fut pour toi un petit revers, mais pour nous, une véritable condamnation. Mon père ne s'est jamais remis. La maison d'édition a fait faillite, et peu de temps après, il est tombé malade. » À cet instant, Alexandre ressentit un remords qu'il n'avait pas connu depuis des années.
Ensuite, Pierre sortit une enveloppe de sa poche et la remit à Alexandre. « Ceci t'a été laissé, dit-il. » Alexandre prit l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement, et vit le nom Daniel Durand inscrit dessus. Lentement, il l'ouvrit et en sortit une lettre jaunie. En la lisant, son estomac se noua. Les mots de Daniel n'étaient pas empreints de haine ni de vengeance, mais de déception. Il demandait à Alexandre de regarder au-delà, de l'argent, de comprendre que ses décisions d'affaires n'étaient pas que des chiffres sur un bilan, mais qu'elles affectaient de vraies vies, sans laisser de seconde chance à ceux dont les destins étaient effacés par le pouvoir. À la fin de la lecture, les mains d'Alexandre tremblaient comme jamais auparavant. Alexandre Martin commença à se demander s'il avait vraiment construit quelque chose de valable, si tout l'empire qu'il avait édifié valait le prix des vies, qu'il avait piétiné sur son chemin. Ce soir-là, dans une salle d'événements élégamment éclairée mais sans excès, l'attention était portée sur des causes sociales plutôt que sur le luxe. Des hommes d'affaires, des militants et des universitaires se déplaçaient entre les tables, échangeant idées et contacts, tandis que des intervenants montaient sur scène pour discuter des défis de l'éducation dans le pays. Alexandre était présent en tant qu'invité spécial. Depuis qu'il avait commencé à comprendre l'importance des projets sociaux, il s'efforçait de s'impliquer davantage dans ces cercles, en partie pour prouver quelque chose à Sophie, et en partie parce qu'il commençait à croire que son engagement pouvait réellement faire une différence. Dans un autre coin du hall, Sophie discutait avec un groupe d'enseignants et de représentants de communautés défavorisées. Habillée sobrement mais avec une présence remarquablement affirmée, elle attirait l'attention d'Alexandre, qui l'observait le cœur serré. Il savait qu'il devait lui avouer la vérité. Il n'avait plus de sens à cacher ce qu'il avait fait. Il se disait qu'il avait commis des erreurs dans le passé, même involontairement, et que son empire avait été construit sur des fondations qu'il n'avait jamais pris le temps d'examiner. Maintenant, face à Sophie et à l'héritage de son père, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait fait. Attendant qu'elle se retrouve seule près d'une table avec un verre d'eau, il s'approcha doucement. « Il faut qu'on parle, » dit-il. Surprise par le ton sérieux de sa voix, Sophie répondit « Oui, c'est important. » Sa voix trahissait la fatigue de ces jours intenses, alors que leur relation, déjà fragile, oscillait entre une froide coexistence et de brefs moments de trêve. Ils se retirèrent dans un coin plus discret du hall. Alexandre hésita un instant, sachant qu'il ne pouvait plus retarder la conversation. « Sophie, j'ai découvert quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose à propos de ton père, » déclara-t-il. Elle fronça les sourcils et croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. Prenant une profonde inspiration, Alexandre poursuivit. « Moreira & Associés est responsable de la faillite de la maison d'édition de ton père. » Ses paroles restèrent en suspens dans l'air comme un coup invisible, prenant du temps à se faire sentir. Sophie cligna des yeux, comme pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Notre entreprise a acheté le bâtiment où fonctionnait la maison Durand, et cela a empêché ton père de se remettre, » répéta-t-elle. « Je ne le savais pas à l'époque, mais maintenant, je le sais. » Le visage de Sophie se durcit encore davantage. « Tu es en train de me dire que ma famille a été détruite par ton empire ?» tenta d'intervenir Alexandre, qui essayait de garder son calme, mais le regard de Sophie le déstabilisa. « Je ne l'ai pas fait exprès, mais oui, mon entreprise en est la cause, » admit-il. La colère se lisait sur le visage de Sophie, qui recula comme si elle avait besoin d'espace pour respirer. « Tu le savais, et tu ne m'en as jamais parlé. Je viens de l'apprendre. Et il me faut du temps pour accepter que tu espères que je le prenne sans être dégoûté. » Sa voix était chargée d'indignation, et Alexandre sentit son cœur se serrer. « Sophie, je n'ai jamais voulu détruire la vie de ton père, » tenta-t-il. Mais elle l'interrompit d'un rire amer. « Ça n'a plus d'importance. Le fait est que c'est arrivé. Et le pire, c'est que tu as même essayé de me faire croire que tu changeais. » Le rire de Sophie était amer et rempli de frustration. « Au fond, tu restes le même prédateur corporatif, toujours en train de feindre une conscience, toujours en train de prétendre ressentir du remords. Au final, tout se résume à ce que tu ressens à propos de ta propre culpabilité. » Alexandre avala difficilement sa salive.
Il pouvait discuter affaires toute la journée, mais il ne savait pas comment répondre aux mots de Sophie. « Je comprends que tu sois en colère, mais tu ne comprends vraiment rien, » dit-elle, les yeux emplis de fureur, non de tristesse. « Tu as détruit la vie de mon père et maintenant tu t'attends à ce que je te pardonne. » Alexandre resta sans voix, se sentant plus impuissant que jamais. Puis, sans un mot de plus, Sophie se détourna et partit, le laissant seul au milieu du hall, se sentant complètement isolée. Les jours qui suivirent, Sophie refusa de lui parler. Le mariage de convenance, qui n'avait jamais eu de réelle importance, pesait désormais sur eux, et le silence entre eux devenait presque insupportable. Alexandre savait que de simples excuses ne suffiraient pas, et c'est alors qu'il décida d'agir. Il passa des nuits entières à revoir des documents, élaborer des stratégies et chercher un moyen de réparer ce qui avait été brisé. L'ancienne maison d'édition avait disparu, mais son héritage pouvait encore être reconstruit. Il réunit des investisseurs, créa un fonds spécial pour soutenir les écrivains indépendants et s'assura que chaque étape se déroule avec une intégrité totale. La nouvelle maison d'édition serait financée par lui, mais fonctionnerait de manière autonome, sans l'influence de Moreira & Associés. Une fois que tout fut prêt, il glissa les documents dans une enveloppe sans y apposer sa signature ni y joindre une carte de visite. Ce même après-midi, Alexandre se rendit à l'institution où travaillait Sophie. Elle n'y était pas, et peut-être était-ce pour le mieux. Il laissa l'enveloppe sur son bureau et s'en alla sans attendre de réponse. Il ne restait plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. Est-ce que tout cela serait suffisant pour que Sophie le pardonne? Il ne le savait pas. Mais, pour la première fois, Alexandre n'agissait pas seulement pour lui-même. Il essayait de faire ce qui était juste. Pendant plus d'une heure, Sophie tint l'enveloppe dans ses mains. Elle reposait sur le bureau de l'institution, scellée et sans aucune marque distinctive. Elle aurait pu être n'importe quel document administratif ou rapport financier, mais elle savait d'où il venait. Elle prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. À l'intérieur, elle découvrit un plan détaillé, un projet soigneusement conçu pour reconstruire l'ancienne maison Durand. L'initiative visait à lancer un nouveau label éditorial axé sur les écrivains indépendants et des matériaux éducatifs accessibles. Il y avait des budgets, des directives opérationnelles et un solide plan financier. Le tout sans l'intervention directe de Moreira & Associés. Alexandre financerait le projet, mais il n'en contrôlerait pas la gestion. Sophie parcourut les pages, analysant chaque détail avec un mélange de scepticisme et d'intérêt. Le projet était remarquablement bien structuré, mais la grande question n'était pas dans les chiffres ou les stratégies, mais dans l'homme qui se cachait derrière. Alexandre avait-il vraiment changé? Ou était-ce encore une manœuvre pour se racheter? Pendant des années, Alexandre Martin symbolisait tout ce que Sophie méprisait dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il offrait quelque chose qui pouvait redonner vie à l'héritage de son père. Mais Sophie savait que les véritables intentions se mesurent par les actions et non par des mots. Elle ne l'appela pas, ne le remercia pas et ne parla de l'enveloppe à personne. Elle garda simplement les documents et décida d'attendre pour voir si Alexandre voulait vraiment changer, sans qu'elle ait à l'exiger. Quelques jours plus tard, alors qu'elle assistait à une foire du livre à Lyon, elle le vit. Alexandre était là, de façon discrète, sans la traditionnelle escorte, ni le faste habituel d'un grand entrepreneur. Il se promenait parmi les stands, écoutait les discussions, feuilletait des livres et prêtait attention aux débats sur la littérature et l'éducation. Il ne chercha pas à l'aborder ni à attirer l'attention. Il se contentait d'être présent. Cela la dérangeait plus que s'il avait tenté d'engager la conversation. Une foire du livre n'était pas le genre d'événement auquel Alexandre assistait normalement. Du moins, pas en tant qu'homme tel qu'elle le connaissait. Pourtant, l'homme qu'elle voyait là, écoutant attentivement une conférence sur les politiques de lecture publique, lui paraissait différent. Dans les semaines qui suivirent, Sophie commença à le voir à d'autres événements, sans grand discours ni éclat. Alexandre se mit à participer à des conférences sur l'impact social et à des réunions sur la responsabilité sociale, des événements qui n'auraient jamais figuré auparavant dans son emploi du temps. Il n'essayait pas de l'impressionner, ni de forcer la conversation.
Il était simplement là, présent et attentif. Une partie de Sophie voulait croire que tout cela n'était qu'une stratégie calculée pour manipuler la narration à son avantage. Mais une autre partie se demandait s'il changeait vraiment. Après plusieurs semaines de silence, elle décida de le confronter. Elle le retrouva dans le siège de Moreira & Associés, dans l'un des grands immeubles qui dominent la ville. Alexandre était seul, regardant l'horizon, quand elle entra sans prévenir. « Je pensais que tu ne voulais plus me parler, » dit-il, surpris de la voir. Croisant les bras, il ajouta « Je n'ai pas encore décidé quoi faire. » Sophie déposa l'enveloppe contenant les documents sur son bureau et demanda « Veux-tu vraiment continuer avec tout ça? Si je n'avais pas commencé, nous ne serions pas là. Pourquoi as-tu commencé ?» Alexandre la regarda longuement, cherchant les mots justes. « Je suis fatigué d'être l'homme qui détruit tout, » finit-il par avouer, surprenant Sophie. « Et tu penses que financer une maison d'édition va compenser tout ce que tu as fait ?» la défia-t-elle. « Non, cela ne réparera rien. Mais c'est un début, » répondit-il sincèrement. Sophie examina son visage et remarqua quelque chose de différent. Moins d'arrogance, moins de certitude absolue. Pour la première fois, elle crut qu'il pouvait être honnête. « Si ce n'est qu'un début, alors, qu'est-ce qui vient après ?» demanda-t-il, détournant le regard vers la ville, comme s'il cherchait des réponses parmi les bâtiments qu'il avait contribué à ériger. « Je suis encore en train d'y réfléchir, » admit-il. Sophie ne dit rien de plus. Elle se contenta de reprendre les documents et de partir, mais cette fois, sans écarter complètement la possibilité de lui faire confiance. Dans les mois qui suivirent, Alexandre prouva que ses intentions allaient bien au-delà d'un simple projet de rédemption. Il lança une restructuration totale au sein de Moreira & Associés, éliminant les investissements prédatrices, mettant fin aux contrats abusifs et réorientant les ressources vers des initiatives à impact social. Ces changements rencontrèrent de la résistance. Les actionnaires remettaient en question sa lucidité, les cadres menaçaient de démissionner et le conseil d'administration le pressait de plus en plus. Mais pour la première fois, Alexandre ne se préoccupait plus de satisfaire les investisseurs. Il était déterminé à accomplir quelque chose de réellement significatif. L'effet de ces nouvelles politiques se fit sentir comme un véritable séisme dans l'entreprise. Pendant des années, la compagnie avait prospéré grâce à une croissance agressive, à la maximisation des profits et à une expansion sans limite. Mais sous sa nouvelle direction, ses anciens paradigmes étaient remis en cause. Les premiers signes d'instabilité apparurent lorsque les contrats prédatrices furent suspendus et que les investissements spéculatifs furent redirigés vers des projets sociaux. Les actionnaires, habitués à des rendements élevés et prévisibles, réagirent d'abord par des réunions discrètes et des mails prudents, questionnant la viabilité de ces changements. Cependant, à mesure que les rapports trimestriels montraient une baisse des bénéfices immédiats, la résistance se transforma en une révolte ouverte. Des directeurs seniors exigèrent des explications, les réunions devinrent tendues et des rumeurs commencèrent à circuler dans la presse, laissant entendre qu'Alexandre transformait un empire multimillionnaire en une expérience utopique. Le point de rupture survint lorsqu'un groupe d'actionnaires força le conseil à convoquer une réunion d'urgence pour discuter de sa possible destitution, arguant que si Alexandre restait à la tête, l'entreprise finirait par s'effondrer. Cette nuit-là, assis dans son bureau vitré au sommet de la tour de Moreira & Associés, Alexandre regardait la ville illuminée au loin. Pendant des années, cette vue lui rappelait son succès, mais désormais, elle lui apparaissait comme un symbole fragile de tout ce qu'il risquait de perdre. Le téléphone sonna. « Pierre, je sais déjà ce que tu vas dire, mais tu restes là sans rien faire, » entendit-il d'une voix frustrée. « Ils vont t'arracher de ce fauteuil sans hésiter. Tu as heurté un système qui ne pardonne pas aux idéalistes. » Alexandre ferma les yeux un instant et répondit « Je ne suis pas un idéaliste. » Après une pause, Pierre ajouta « Alors prouve-le. Convainc ces gens que ce changement n'est pas juste une lubie. Montre-leur quelque chose qui compte vraiment. » Alexandre savait que demander l'aide de Sophie signifierait admettre qu'il ne pouvait pas tout résoudre seul. Le lendemain, il se rendit à l'institution où travaillait Sophie. Elle l'accueillit dans son bureau, visiblement sceptique depuis la révélation de tout ce qui s'était passé récemment. « À suivre »,